Alors, avant de commencer, je pose ma question traditionnelle à chaque mardi graphique. Je voudrais que ceux qui sont déjà venus à un mardi graphique ou qui ont déjà vu un mardi graphique en ligne lèvent la main pour savoir qui connaît déjà. Waouh, ok, donc il y a plein de fidèles ce soir. Donc alors, tous ceux qui sont déjà venus savent pourquoi on fait les mardis graphiques, mais ceux qui ne sont pas encore venus, je vais juste rappeler vite fait pourquoi on a eu cette idée-là. En fait, à Pollen Studio, quand on travaille, on a face à nous des clients qui parfois sont des chargés de communication et qui savent parfaitement bien ce qu'ils sont en attente de demander à des graphistes ou à des agences ou à des studios. Et avec qui donc c'est assez fluide. Mais il y a aussi des personnes parfois qui sont moins aguerries, soit parce que c'est des directeurs d'entreprise ou enfin des gens dont c'est moins l'habitude de travailler avec des graphistes. Et donc on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à mieux comprendre la relation qu'il y a entre un graphiste et son commanditaire, savoir ce qu'ils peuvent demander à un graphiste, savoir à quel moment il faut faire confiance, etc. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut montrer cette relation entre le graphiste et son client? C'est peut-être en faisant des conférences, en montrant des bons exemples, et puis en invitant d'autres studios graphiques à témoigner, et pour voir cette relation un petit peu magique, peut-être si on ne connaît pas, qu'il y a entre le graphiste et son client. Donc c'est comme ça que les mardis graphiques sont nés. Et donc ce soir, on va parler rapport d'activité et je vais vous poser une deuxième question. Je vais vous demander de lever la main ceux parmi vous qui ont déjà travaillé sur un rapport d'activité, que ce soit pour une structure dans laquelle ils travaillent ou que ce soit en tant que graphiste. Donc là, il y a... Ah bah si, il y a plein de monde. Vous êtes super nombreux à avoir travaillé sur des rapports d'activité. Ok. Alors, du coup, on va commencer par qu'est-ce qu'un rapport d'activité. Donc, vous êtes nombreux à savoir ce que c'est. C'est un document, évidemment, qui va servir, dont la première utilité est de servir aux actionnaires pour savoir si une entreprise, une organisation, une institution publique, quelle est l'année qu'elle vient de passer et surtout quels chiffres elle publie pour les actionnaires des entreprises privées, pour savoir si ils ont bien investi et s'ils ont gagné beaucoup d'argent avec ces actions. Et le premier rapport d'activité, ou presque, entre guillemets, en tout cas la première trace d'échange d'actions que j'ai trouvée, c'était la première cession de parts en 1606, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui a ouvert son capital à des investisseurs. Et donc là, ici, là, en bas à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez mon petit laser rouge, sont écrits les parts qui ont été vendues, à combien elles ont été vendues et tout ça. Donc voilà, ça c'est un exemple très 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 lointain. Ça remonte à assez longtemps les échanges d'actions. Plus près de nous, le graphiste américain Paul Rand, qui est mort il y a une trentaine d'années maintenant, a travaillé pour plein d'entreprises dont il a créé le logo, et notamment IBM, archi connu bien évidemment, et donc il a aussi fait des rapports d'activité pour IBM. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà dans les années 50-60, ça pose les bases de ce qu'est un rapport d'activité, des belles photos, une couverture relativement sobre. Alors lui, il va être beaucoup sur des couvertures de composants, d'électronique, etc. Une mise en page aérée, le mot du président sur la gauche, des chiffres clés sur la droite, des marges, des légendes avec un peu de texte, des belles photos, des tableaux de chiffres aérés. Les informations sont bien organisées, bien structurées. Voilà. Et donc Paul Rand, il a travaillé comme ça pendant de nombreuses années, parce qu'à partir des années 55 jusqu'aux années 80, et en tout, il a fait 26 rapports d'activité pour IBM. Donc voilà, c'est intéressant. Alors depuis, qui est concerné aujourd'hui par les rapports d'activité? J'ai trouvé quelques chiffres. Beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont publié leur rapport d'activité en 2019. 18% de plus qu'en 2018. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui font un rapport d'activité. Il n'y a pas que des entreprises, il y a aussi des institutions publiques qui doivent rendre compte à un ministère ou à une autre institution publique. Et du coup, question qu'on se pose, nous les graphistes, alors ça, c'est pas un chiffre que j'ai trouvé sur Internet, c'est nous, notre expérience Pollen Studio. C'est très large, la fourchette de prix d'un rapport d'activité. Et ça dépend évidemment de qui est l'annonceur. Est-ce que c'est une petite structure culturelle dans une ville de province ou est-ce que c'est IBM? C'est sûr que vous allez pas, ça va pas être la même chose.
pareil, est-ce que c'est un graphiste indépendant ou est-ce que c'est une grosse agence de communication? Et ça va évidemment dépendre donc de la diffusion et de la prestation elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'on vous demande de faire la rédaction, de trouver le photographe, de trouver l'orientation, le fond, en fait, l'histoire que vous allez raconter. Est-ce que vous devez créer les illustrations? Est-ce que vous devez faire la visualisation de données? Donc, en fonction de l'étendue de la prestation, évidemment, ça n'est pas le même montant. Mais ça reste quand même un support qui souvent est relativement bien payé et qui n'est pas forcément... on a l'impression à Pollen qu'il n'y a pas tant de graphistes que ça qui se saisissent de ce rapport. Et du coup, on a l'impression que c'est un terrain de jeu en fait, qui n'est pas encore tellement exploré par les graphistes, c'est sans doute un terrain de jeu qui est beaucoup... c'est les agences de communication qui ont plutôt la main mise dessus. Alors sans doute parce que parfois, il faut aussi bien rédiger que trouver le photographe, que tout organiser. Mais n'empêche qu'il nous semble que c'est une opportunité pour les graphistes parce que c'est des documents où il y a encore du budget et où il y a un peu de liberté. C'est-à-dire qu'on vous demande souvent de reprendre l'identité visuelle de l'institution ou de l'entreprise qui parle, mais on vous laisse quand même une marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que comme c'est un document qui va être adressé un peu aux VIP de l'entreprise ou de l'institution, on vous demande vous en tant que graphiste, on vous demande de mettre le paquet un peu, enfin en tout cas de faire un rapport qui se remarque. Et du coup, vous allez avoir un peu plus de liberté que l'application pure et simple d'une charte graphique. Et puis, il y a de quoi faire, hein, parce qu'il y a quand même encore des rapports d'activité pour des grandes entreprises où vraiment, au secours, il faut aller les aider, quoi. Alors, les ingrédients de base du rapport d'activité, ce sont les mêmes que ceux de n'importe quelle édition, entre guillemets. Hein, donc, c'est les outils classiques des graphistes, les typos, les visuels, les couleurs. Exemple avec les typos, on en parlera tout à l'heure avec Clément, le rapport d'activité de l'École des Arts Décoratifs de Paris, là à gauche. Donc aussi bien sur le choix de la typographie et son dessin que sur la manière de l'utiliser avec l'exemple de droite. On marque l'attention tout de suite. Autre exemple, on se sert de la typo là à gauche pour le rapport d'activité de l'École des Beaux-Arts de Paris. En page intérieure, il suffit d'une couleur, une typo pour édito, un principe de mise en page. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ça suffit à faire un rapport intéressant. Si je continue sur les pages intérieures, une grille de mise en page aussi. Alors là, il y a un duo de typos sur l'exemple de gauche, mais on le voit là en haut. Enfin, faut l'avoir en main pour vraiment s'en rendre compte. Mais voilà, donc le choix des typographies, évidemment, et puis le principe de mise en page, la manière dont vous allez gérer votre grille. Autre exemple ici avec le travail de l'agence Mucho de Barcelone pour l'Université de Californie, où là on reprend un peu le principe, alors c'est très anglo-saxon, hein, mais le principe d'un magazine avec des énormes typos et un texte en colonne, donc très simple. En dehors des typos, de la grille de mise en page, on peut aussi jouer sur les motifs. Donc ça, c'est un rapport d'activité qui n'est pas très récent parce qu'il date de 2014. Mais on avait bien aimé à l'agence le travail que les graphiquants avaient fait pour Kering à l'époque. Toujours sur l'idée du motif. Voilà, ça c'est plus récent. La couverture du rapport qu'a fait le studio Double, où là c'est juste un motif en couverture. C'est assez simple, mais c'est impactant. Et puis, dernier élément sur lequel on peut jouer, donc on a vu les typos, la grille de mise en page, les motifs, les photos. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, souvent les commanditaires, les clients ont du budget pour faire un rapport d'activité. Donc, parfois, vous pouvez missionner un photographe ou une photographe pour avoir vraiment des photos de qualité dans le rapport, que ce soit des équipements comme c'est le cas ici, ou que ce soit des portraits de personnes. Alors évidemment, ça dépend de ce que le commanditaire veut dire dans son rapport. Hein. On suppose que l'URSSAF, ils veulent montrer les collaborateurs. Et enfin, le visuel, c'est pas que la photo, c'est aussi l'illustration. Donc ça, c'est le travail d'une agence anglaise pour le groupe Pernod Ricard. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont fait 3... Alors là, évidemment, il y a des moyens. Hein. Ils ont fait 3 rapports différents. Ils ont fait appel à des élèves de l'école des... Je crois bien que c'est les arts décoratifs à Paris. Ils ont pris 3 personnes qui faisaient dessin, illustration, peinture. Et chacun a illustré l'entièreté du rapport. Et donc, ils ont fait 3 éditions différentes avec, du coup, un style illustratif différent. Et toujours ce principe de couverture. Donc, vous voyez, là, c'est
celui-là, là, c'est édition 1 sur 3, celui-là, c'est édition 2 sur 3, et la personne, la Salomé Pérez, a signé la couve, et avec ce principe d'étiquette qui vient faire une unité, en fait, mais il y a 3 exemplaires du rapport. Et donc, forcément, là, comme c'est un travail d'illustrateur, ça donne vraiment une coloration spécifique au rapport. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de Paul Rand? Maintenant, depuis quelques années déjà, on parle de RSE. Alors, avec la RSE, on ne dit plus seulement rapport d'activité. Maintenant, les boîtes et les institutions disent rapport intégré. Un rapport intégré, c'est à la fois un rapport d'activité et un rapport RSE. Donc, en fait, c'est plus qu'un document qui s'adresse aux actionnaires pour dire regardez les progrès qu'a fait telle ou telle action. Ça, on peut le retrouver en ligne en plus. Là, le rapport d'activité, le rapport intégré, devient un rapport qui va montrer, qui va parler de la raison d'être de l'entreprise ou de l'institution. Donc, il faut montrer qu'on est là pour une bonne raison et il faut expliquer tout ce qu'on a fait au fil de l'année écoulée, etc. Ça n'est plus que destiné aux actionnaires. Et du coup, comment faire pour faire un bon rapport? Alors là, je suis plus sur le fond que sur la forme, mais c'est quand même il y a 4 grandes bonnes pratiques. La première chose, c'est parler de la raison d'être sociétale de l'organisme. Donc aujourd'hui, la société demande aux entreprises, aux institutions de rendre des comptes. Donc il faut expliquer pourquoi l'institution est là, quelle est sa mission, à quoi elle va servir et prouver son utilité. Ça, c'est la première chose à travailler quand on fait un rapport d'activité. La deuxième, c'est évidemment ne pas faire trop de contenu, ne pas chercher à être exhaustif. On a tous un smartphone en main, on sait tous à quel point c'est la guerre de l'attention en ce moment, et comme c'est difficile d'arriver à se concentrer sur un contenu long. Donc un rapport d'activité, déjà on en parlait tout à l'heure, quand il fait 50 pages, on a du mal à le lire, mais s'il en fait 200, personne ne va le lire, c'est sûr. Donc il faut aller droit au but, être concis, clair, lisible et limiter les données, vraiment aller à l'essentiel. Être accessible, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus que aux actionnaires, on parle aux collaborateurs et même au grand public. Donc non seulement il faut écrire, il faut se restreindre dans les contenus, mais il faut essayer de faire en sorte que tout le monde puisse les comprendre, donc éviter le jargon et tout ça. Et puis travailler le storytelling. Tout doit être ce qu'on écrit et la manière dont c'est mis en page. On est au service de la mission de l'entreprise, donc il faut chercher à ce que ce soit cohérent, aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors, il y a des passages obligatoires, entre guillemets, quand on fait des rapports d'activité et des pages qui sont plus ou moins imposées. L'édito, le sommaire, la timeline, etc. Donc là, je vais vous montrer des exemples piochés à gauche à droite dans plein de rapports. D'abord, le sommaire. À quoi sert le sommaire? Il sert à se repérer dans le document, évidemment, mais à avoir une vue d'ensemble aussi, à savoir de quoi on va parler. Alors, des premiers exemples avec des mises en page très simples, juste une typo, une grille de mise en page, et le travail est fait. Un petit peu plus complexe ici, l'exemple pour le Prodis du travail de Mathieu Delestre, où là, il y a un début d'habillage graphique, on va dire, qui reprend. Le Prodis, c'est un organisme sur le syndicat des musiques, je ne sais plus quoi. Enfin bref, donc on voit qu'il y a des courbes de son, etc. Donc des pictos qui évoquent le domaine dans lequel on est. On peut aller sur des sommaires là qui ressemblent vraiment à des magazines, un sommaire illustré avec des photos. Donc là, on est vraiment proche de magazines. Et on peut aller jusqu'à, là c'est l'exemple de Groupama. Alors j'ai pas trouvé l'agence ou le graphiste qui a fait ce travail-là, où là c'est vraiment le sommaire est presque juste un aperçu des points importants qu'on va retrouver dans le document. Et c'est presque plus un sommaire en fait. Ils ont juste fait ressortir les 5 points importants, les 5 messages importants en fait. Voilà pour le sommaire. La timeline, ce qu'on appelle la timeline, c'est tout ce qui s'est passé au cours de l'année, les faits marquants de l'année. Alors, ça peut être, par exemple, comme ici. Donc là, vous voyez, il y a un fil qui vous emmène du mois de janvier, qui vous fait parcourir toute la page avec tous les événements importants et quelques illustrations pour ponctuer le rapport.
Même genre de travail pour l'URSSAF. Là non plus, j'ai pas réussi à trouver qui a fait ce rapport-là. Il n'est pas signé. Les deux rapports de l'URSSAF, d'ailleurs, celui de 2023 et celui de 2024, ne sont pas signés. Mais on a bien aimé ce travail-là parce que y a tout au long de ce rapport-là, il y a des illustrations très douces et des couleurs de fond des pages très très douces. Et c'est un parti pris assez intéressant pour l'URSSAF pour ce dernier rapport d'activité. Et un dernier exemple avec l'Université de Californie, je vous ai montré déjà un extrait tout à l'heure, où là, c'est pas vraiment une timeline, mais c'est les challenges de l'année. Et donc, ils ont fait ça en mode vraiment grand picto. Donc, on voit qu'on peut être assez créatif quand même sur la manière de montrer les événements de l'année. Autre page incontournable, les têtes de chapitre. Alors, les têtes de chapitre, elles servent évidemment à annoncer les chapitres, mais elles servent aussi à faire des ruptures, à faire des pages de respiration dans un rapport. Donc c'est l'occasion de montrer des grandes photos, comme c'est le cas par exemple ici, et puis avec un chapeau, un début de texte sur ce rapport. Là aussi, pareil, là c'est celui de l'URSSAF, donc une grande photo en page de gauche, un sommaire de sommaire sur la page de gauche, et puis un début de contenu à droite. Plus voilà, différent avec là la grande illustration qui court sur les deux pages et l'étiquette dans le rapport de Pernod Ricard dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on voit vraiment la puissance de ce dispositif avec l'étiquette collée sur l'illustration. Parti pris complètement différent, toujours pour des pages de tête de chapitre où là, on est vraiment que typo. Et ça marche super bien. Une couleur un peu différente, une typo qui accroche l'œil et qui n'est pas choisie au hasard évidemment. Et voilà, il ne faut pas beaucoup plus que ça pour que ça fonctionne. On voit que sur l'exemple de droite, là, on voit qu'il y a un rappel du sommaire ici. Et puis, voilà, ça peut être une accroche aussi, ça peut être un moyen de faire passer un contenu et de faire une rupture visuelle. Et quand on parle de rupture visuelle, les rapports d'activité ou les rapports intégrés du Centre national des arts plastiques sont souvent des bons exemples, où là, clairement, c'est un principe de mise en page qui fait tout l'intérêt. Là, je vous montre juste une page de tête de chapitre, mais c'est vraiment la manière d'utiliser ou de ne pas utiliser la grille qui est intéressante. Autre page, je vous rassure, c'est bientôt la dernière. C'est les autres exemples de pages incontournables, c'est les chiffres clés. Donc, comment est-ce qu'on va visualiser les données? C'est important, les données, évidemment, dans les rapports d'activité, parce qu'il faut quand même apporter des preuves tangibles de la stratégie qu'on va présenter. Et donc, c'est l'héritage des anciens rapports d'activité. On est quand même là pour assurer les actionnaires. Donc, là, on va donner des preuves chiffrées de ce qu'on avance. Deux exemples ici avec une manière de montrer les données assez sobre. À gauche avec le travail de Alias Sandy, c'est un studio rennais, et puis le travail de Clément à droite. On fait ressortir les chiffres de manière assez simple, pas besoin d'en faire des tonnes. Ici aussi, on est assez sobre et épuré. C'est la typo vraiment qui est super importante à gauche, la mise en page aussi évidemment. Mais c'est la typo qui est importante. Ici, on a un exemple où on va être sur de la visualisation de données un peu plus classique, où vraiment on va montrer des ordres de grandeur, mais on a une double page colorée, donc qui fait une rupture par rapport au reste du document. Sur celui-ci, toujours le PRODIS, même exemple que tout à l'heure, comme on est dans le syndicat qui représente le spectacle vivant. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des fils avec des jacks qui viennent se brancher dans un equalizer. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un amplificateur. Ici aussi, on voit qu'il y a un petit graphique du son. Et puis, donc voilà, on va utiliser des grands chiffres. On va quand même mettre des camemberts et tout ça. Là, on est sur quelque chose de plus classique, mais on ramène toujours un peu de sens avec l'utilisation ici, très légère, des jacks. Et alors, on peut aller encore plus loin, évidemment. Le travail pour le Centre national d'art plastique, par exemple, là, c'est le studio Ramel-Lusoir. Eux, c'est intéressant parce que donc, pour ce rapport-là, il fallait être extrêmement vigilant en termes de consommation énergétique et respectueux de l'environnement. Donc, c'est un rapport qui est en 2 couleurs seulement.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait passer l'information de la donnée par la densité des points. Plus c'est, on le voit, plus c'est dense et plus c'est important, quoi. Donc c'est une manière de visualiser les données qui est assez originale. Même travail toujours pour le Centre national d'art plastique, mais un peu plus ancien du studio Double, où là, vous avez l'information ici, donc c'est le carré qui était en couverture, et ici, vous voyez que c'est très dense, alors que là, c'est beaucoup plus ouvert. Et ici, vous voyez les sinusoïdes, elles sont très serrées, alors que là, elles sont beaucoup plus larges. Là, c'est 164 000 €, et là, c'est 74 000 €. Donc, en fait, le dessin de la sinusoïde vient donner l'information sur le chiffre. Donc c'est intéressant, c'est une manière c'est une visualisation de données assez originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, les camemberts, les histogrammes et tout ça. Donc on voit qu'on peut amener de la créativité là-dessus aussi. Et enfin, dernier type de contenu qu'on retrouve tout le temps, c'est évidemment le texte. Hyper important parce que là, c'est là qu'on fait passer la stratégie, c'est là qu'on fait passer toutes les actions qui ont été menées, les perspectives d'avenir. Donc là, on est sur un contenu éditorial classique avec une grille de mise en page. Cet exemple-là montre qu'il y a beaucoup de structures qui vont chercher à montrer des contenus différents, à varier la lecture. Alors là, c'est une page qui est vraiment très, très variée. Il y a à la fois le titre, le chapeau, des chiffres, une citation, le début du texte qui est là, et puis encore un encadré là, un encadré. Donc il y a beaucoup de choses variées pour que le lecteur puisse picorer des informations et pas forcément avoir une lecture lente, longue. Autre exemple avec le rapport d'activité de l'ONF, où là, c'est pareil, on a un titre de chapitre avec le début du texte, un encadré, une carte, des chiffres clés, et puis en partie haute, là, on a le rappel de l'endroit où on se trouve dans le rapport. Voilà, autre exemple un peu plus sobre peut-être avec toujours une grille de mise en page, mais c'est intéressant. Donc il y a une accroche ici et puis une citation et une photo en partie droite. Et surtout, on voit aussi que on ne cherche pas à tout remplir partout, il y a des marges, ça respire. Donc encore un exemple là avec une mise en page beaucoup plus en mode magazine anglo-saxon, grande photo et pavé de texte. Et alors un parti pris pour le Centre national d'art plastique. Alors c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure avec le rapport d'AG2R où il fallait varier les contenus, mettre des encadrés, etc. Là, c'est parti pris complètement inverse où on est vraiment à la, je sais pas comment dire, à la base, à la racine de la mise en page, quoi. C'est colonne de texte et on y va et on déroule. Mais on peut jouer quand même, donc ça c'est un parti pris. Autre parti pris avec le Republic Studio, où là il y a aussi un principe de colonnage, mais on va jouer avec, on va déstructurer et tout ça, et donc c'est ça qui fait l'intérêt. Quelques exemples pour finir, quand la forme et le fond sont bien alignés. Donc le rapport d'activité de Citédia, on allait quand même vous montrer un rapport d'activité de Pollen. Donc où là, Citédia, c'est un opérateur rennais qui gère le Bliz, qui gère plusieurs équipements rennais. Et on leur a proposé des typos, des couleurs, un principe de chiffres clés qui sont peut-être un petit peu originaux pour ce type de structure. Voilà, il y a quand même une grille de mise en page, toujours le rappel du rapport sur la gauche. Photos, mise en exergue, des chiffres clés en partie basse, voilà, mais le contenu est structuré, on s'y retrouve, des légendes pour les photos, voilà, ça circule bien. Autre exemple qu'on a beaucoup aimé, donc c'est le rapport du Prodis, je vous en ai montré déjà des extraits tout à l'heure, le travail de Mathieu Delestre, où là c'est sympa parce que c'est pareil, il a beaucoup de contenu à faire passer, mais les photos sont retravaillées en illustration. Il y a quelques éléments graphiques comme ça qui viennent ponctuer le rapport, une recherche sur la typo qui est intéressante, des énormes citations, des encadrés, des têtes de chapitre qui se voient, toujours la présence de ces éléments graphiques. Pareil, ça circule. La visualisation de données, je vous en ai montré tout à l'heure. Voilà, le petit détail du volume là, pour faire un clin d'œil à la prise de son. Des pages de rupture là à droite avec une interview. Et il se permet vraiment des pages de rupture avec carrément une double page avec un énorme texte, une énorme citation.
Et enfin, dernier rapport qu'on a bien aimé à l'agence, celui de l'Université de Lyon, et c'est Yaï qui l'a fait. Donc je vous en ai montré tout à l'heure l'édito. Voilà, avec un minimum de... Là, la couleur est vraiment intéressante, la typo et le principe de mise en page assez simple, mais ça fonctionne super bien. Sur les chiffres clés aussi, ça fonctionne très bien. Il y a très peu de pictos, mais c'est vraiment très actuel, accessible, sympa. Il y a plein de petites choses dans la typo qui la rendent contemporaine et simple à la fois. Les couleurs sont bien gérées. Donc voilà, on avait vraiment bien aimé ce rapport-là. Et pour conclure, comment arriver à faire un équilibre entre le print et le web? Alors d'abord, je vais juste vous rappeler 5 points à retenir. Évidemment, quand on travaille sur un rapport d'activité, c'est mieux quand on a un brief clair. Et il faut absolument que l'organisation qui vous briefe vous dise nous, on veut faire passer tel message ou tel autre message, parce que c'est ça qui va vous nourrir en tant que graphiste, c'est ça qui va orienter vos choix typographiques, vos choix de couleurs, etc. Il faut que les contenus soient corrigés et validés. Ça nous arrive de souffrir à Pollen quand certains clients nous donnent des textes qui ne sont pas encore finis et que du coup on coule le texte et puis qu'en fait il faut rechanger le texte. Et donc ça c'est vraiment compliqué. Donc ça paraît évident, mais voilà, des contenus corrigés et validés. L'idéal c'est que le fond et la forme se complètent. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que tout soit cohérent, que les codes visuels soient faits sur mesure, évidemment. Et comme n'importe quelle édition, parce que finalement un rapport d'activité c'est une édition peut-être pour laquelle on a un peu plus de moyens, mais comme pour n'importe quelle édition, c'est l'attention portée aux détails, donc les choix typographiques, les calages, la grille de mise en page, qui va faire la réussite, qui va faire l'intérêt du support. Et pas que ça, parce que comme je parle beaucoup de print, évidemment, c'est un objet, on l'a entre les mains, et le type de papier, la qualité de l'impression, le type d'encre, de couleur que vous allez utiliser, comme c'est un objet que vous avez en main, tout ça est aussi, fait partie de l'expérience des personnes qui vont le prendre et qui vont le feuilleter. Donc tout ça, ça doit être pensé par le graphiste. Alors, on nous a posé il n'y a pas très longtemps la question « Ah, mais comment équilibrer le print et le web aujourd'hui quand on fait un rapport d'activité ?» Et donc là, j'ai récapitulé en fait le pourquoi de chaque support. Pour moi, ça se complète aux institutions et à vos commanditaires de vous dire vers où ils veulent mettre l'accent. Mais la version papier, alors évidemment, nous, on adore le papier, donc on ne va pas dire qu'il ne faut pas en faire. La version papier, pour nous, elle est importante parce que c'est un objet que vous avez en main, c'est ce que je viens de dire. Et du coup, c'est là que vous allez faire passer l'image de l'institution. Et en plus de ça, ça se conserve. C'est-à-dire que les entreprises, souvent, elles vont le garder, leur rapport d'activité, elles en gardent au moins un exemplaire. On l'a vu tout à l'heure avec Paul Rand, les 26 années de rapport d'activité d'IBM, elles ont été conservées. Par contre, il ne va pas être diffusé très largement. Aujourd'hui, il faut faire attention, il faut essayer d'imprimer la juste quantité. Donc, ce n'est pas beaucoup d'impressions, mais c'est des impressions pour je sais pas, le ministère de tutelle. C'est vraiment l'impression pour les VIP, quoi. Donc, on n'en imprime pas trop, mais on se fait plaisir sur un bel objet. La version PDF, évidemment, elle est incontournable parce qu'elle permet une diffusion très très large et elle permet à tout le monde de le télécharger et de l'imprimer éventuellement chez soi. Donc c'est un incontournable. La web publi, alors la web publi, c'est vrai que c'est intéressant évidemment aujourd'hui d'utiliser le web pour pouvoir apporter des contenus enrichis par rapport à une version print et intégrer de l'audio, de la vidéo, des animations, que ce soit une page dédiée sur un site web ou que ce soit une web publication. Voilà, ça complète bien l'expérience. Et en plus, ça peut permettre d'avoir une version print relativement mince en contenu et de venir compléter cette version print par le web. Et enfin, les réseaux sociaux, évidemment, comme pour tout, ils servent de porte-voix et voilà, on va diffuser le lien de téléchargement, on va diffuser ça, on va éventuellement pouvoir diffuser des infos en teasing en utilisant les réseaux sociaux. Et ça permet d'élargir encore une fois la diffusion, voire même de toucher des cibles qui n'auraient pas été touchées par une diffusion plus classique. Conclusion de conclusion, je vous promets, j'arrête là. Ce que je trouve intéressant avec les rapports d'activité, donc vraiment, graphiste, allez-y, essayez de bosser dessus, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises les conservent, et une entreprise qui va avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans d'histoire, au bout d'un moment, elle va se retourner en arrière, et l'histoire, aucune entreprise n'écrit son histoire.
Ce sont les rapports d'activité qui sont les supports de l'histoire des entreprises, en fait. Et donc, c'est des espèces de témoignages du passé. Et une boîte qui va vouloir se retourner sur son évolution, elle aura tout dans les rapports d'activité. Il y aura les personnes qui y ont bossé, il y aura leurs photos, il y aura la vision de l'entreprise à ce moment-là. C'est un peu un instantané du monde et de cette entreprise à un instant T. Et du coup, ça a un côté mémoire. C'est la mémoire de l'institution ou la mémoire de l'entreprise. Donc ça vaut le coup pour les institutions et pour les clients de mettre un peu d'argent dedans, et ça vaut le coup pour les graphistes de s'investir dans ces supports-là, parce que c'est des supports qui traversent le temps. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Du coup, je vais demander à Goulven, Clément, Charlotte et Stéphane de venir sur scène pour la table ronde. Bonsoir à toutes et à tous. C'est beaucoup plus impressionnant d'ici en fait, mais on va y arriver. Merci d'être ici, toujours aussi nombreuses et nombreux, et merci de nous accueillir aussi à l'école. C'est vraiment agréable, on est proche de vous, donc on va tenir les délais. Ça, c'est vraiment mon rôle à moi, de tenir les délais. Donc moi, je suis Stéphane. On va aussi vous écouter, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. On les oublie, les questions, souvent, donc notez-les peut-être. Et tout ce qu'on va essayer de vous dire un certain nombre de choses, on a bien préparé, on a été vachement sérieux, on a fait les choses bien. Mais on a besoin aussi d'avoir vos questions et puis de créer ces échanges-là. Donc on va commencer par Clément Wibo, parce qu'on dit Wibo et pas Vibo. Clément, donc tu es designer graphique indépendant au bureau Clément, à retenir, à Paris, mais tu es un ancien de l'école. Donc je t'ai demandé tout à l'heure où était ta place, mais en fait, en tout cas, tu es un ancien de l'école, donc tu reviens sur les lieux du crime 7 ans après, c'est ça, 2018. Et donc tu vas en particulier donc, nous parler évidemment de ton activité. Vous êtes un duo, on aime bien faire des duos ici au Mardi Graphique. Donc c'est pas un duo avec un client, mais c'est un duo avec un imprimeur. Et enfin, pour avoir déjà fait ça, pour celles et ceux qui étaient là, c'est toujours super intéressant de voir ce couple de gens qui travaillent dans l'ombre. C'est vraiment l'idée des Mardis Graphiques, c'est aussi de révéler ça. Donc on est ravis de vous avoir tous les deux. Donc ça va être Clément et puis Goulven, et puis Charlotte ensuite, qui est graphiste chez Pollen Studio, qui nous parlera aussi de son expérience chez Pollen, forte de 30, 40 rapports d'activité déjà. Tu es carrément la championne du monde des rapports d'activité. Voilà pour le programme. Donc, Clément, je vais y arriver. Tu vas nous parler en particulier d'un rapport. Alors j'avais confié une petite mission, en fait, si on peut faire circuler le rapport. Donc vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, vous allez pouvoir le toucher, ce magnifique objet donc, de rapport de l'École des Arts Décoratifs. Je vais y arriver, c'est ça, l'École des Arts Décoratifs de Paris. Et donc, Clément, c'est à toi. Et on enchaînera ensuite sur Goulven pour nous raconter la genèse de ce projet, l'histoire derrière ce projet, votre collaboration aussi, mais peut-être plus largement un peu nous compléter ou au contraire peut-être un peu aller à contre-pied de ce qu'a pu dire Laurence, parce que Laurence dit beaucoup de choses intéressantes, mais on n'est pas toujours d'accord. Merci. Alors moi, c'est mon deuxième rapport d'activité, donc on est très loin des 30, et le troisième est en cours de route, de nouveau pour l'École des Arts Décoratifs pour l'année suivante. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis designer graphique indépendant et je travaille quasi exclusivement pour le secteur culturel, comme on dit. Donc on parle là de galeries, de centres d'art, d'architectes, de designers divers et variés. Et la chance que j'ai un peu eue sur cet exercice du rapport d'activité, c'est qu'on est venu me chercher parce que le directeur de la communication de l'École des Arts Décoratifs, donc Jérôme Meudic, est venu me chercher parce qu'il a vu une identité visuelle que je venais de terminer pour un centre d'art contemporain à Montrouge qui s'appelle Les Jardiniers. Et donc il a bien aimé ça, et en fait ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on vienne me chercher pour un truc qui n'a absolument aucun rapport avec les rapports d'activité. C'est-à-dire l'identité d'un centre d'art un peu punk, dans un espèce d'hangar désaffecté au fin fond de Montrouge, donc a priori c'est quand même assez loin des prérogatives du rapport d'activité. Et justement ça il aimait bien, et je veux dire, ça lui semblait assez évident avec l'idée que l'école véhicule. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'on comprenne bien un peu
le type d'aller-retour qu'il y a, et la particularité peut-être par rapport à ton projet Punk, qu'est-ce qui est différent? Je me suis laissé dire qu'il y avait des sujets un peu politiques quand même, il y a peut-être plus de gens qui relisent, il y a pas mal d'acteurs, on en parlera aussi tout à l'heure avec Médiagraphique. Donc voilà, quelles sont les particularités en fait de ce type de dossier, surtout si c'est ton deuxième en fait, qu'est-ce qui t'a étonné, Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'on me demande de faire ce que je fais d'habitude pour un catalogue d'exposition ou un livre d'artiste, enfin, peut-être pas livre d'artiste, mais en tout cas, ou je sais pas, une brochure pour une scène de création contemporaine, mettons, qu'on vienne me demander ça pour un rapport d'activité. Donc ça, c'était plutôt étonnant. En fait, la demande de Jérôme était d'avoir quelque chose d'assez comment dire, d'assez généreux, d'assez déconstruit par rapport à ce qu'on attend d'un rapport d'activité, puisque eux avaient l'habitude de faire des choses assez, comme Laurence a montré certains exemples, assez conventionnels, on va dire. Donc eux voulaient tout à fait autre chose, et en même temps avaient ce souci de quelqu'un qui pouvait faire quelque chose d'un peu à côté et en même temps avec une certaine rigueur, parce que bon, comme disait Laurence, il y a quand même des attendus, des impondérables, c'est-à-dire il y a des chiffres clés, il y a le mot du directeur, il y a ceci, cela, enfin il faut quand même, voilà, parce que, bon là c'est pas j'ai un exemple, c'est pas lié aux arts déco, mais c'est vrai qu'on m'a raconté que pour des rapports d'activité, il y a eu quand même pas mal de soucis avec des graphistes un peu punk, mais qui avaient coupé le texte en deux parce que bon, ça leur allait pas, quoi. Enfin, ça rentrait pas, donc flemme. Or bon, il faut quand même être un peu vigilant, quoi. Et ouais, tout à fait. Et tu me disais aussi en préparant que tu avais vraiment souci de pouvoir maîtriser la partie plus aval, pardon. Je sais que c'est pas en aval, mais en tout cas la partie impression, la partie n'est pas les mots, hein, je ne suis pas graphiste, hein. La partie façonnage, je vais y arriver. Et ça, donc, tu as pu garder en fait cette mission-là. Ça faisait partie, c'était, Oui. comment dire, pour toi, c'était j'allais dire un mot anglais, mais c'était il est hors de question pour toi de faire graphique. Alors je prends le relais. Oui, je pense qu'on attendait de moi aussi un objet, donc on attendait une attention dans les papiers, dans le façonnage, des choses un peu, voilà. Enfin, c'est ce que je fais d'habitude pour d'autres projets. Donc là, évidemment, c'était l'occasion de travailler avec Goulven de Médiagraphique, avec qui on travaille depuis, en tout cas moi depuis que je suis étudiant. Donc voilà. Et là, c'est pareil, on a pu tester des choses un peu différentes sur l'objet. Enfin, bon, là, comme c'est un rapport qui est imprimé en très peu d'exemplaires, je ne sais plus si c'est 100 ou 200, mais enfin, c'est quand même très peu. Donc, il va de soi qu'on est sur une impression numérique. L'avantage de travailler avec Goulven à Médiagraphique, c'est qu'ils sont équipés d'une presse HP Indigo. Donc, je ne sais pas si vous voyez de quoi il retourne, mais enfin, on est un peu à la frontière entre le numérique et l'offset. Hein. Donc, on a CMJN, plus orange, plus violet, plus blanc. Donc, en fait, et vert. Vous avez le vert maintenant ? Alors, magnifique, très bon à savoir. Il est incollable, hein, attention. Et pour le rapport des arts déco, on joue justement avec la technique d'impression, c'est-à-dire que bon, à l'intérieur, on prend le violet puisque l'HP nous offre le violet. La couverture, on prend le ton blanc qui est quasiment aussi couvrant qu'une sérigraphie et en même temps qui permet de travailler sur un papier teinté masse, verger, enfin avec des aspérités et tout, tout en laissant quand même un peu la fibre du papier visible, mais en le recouvrant assez. Donc voilà, on joue avec les contraintes de l'impression. En tout cas, on est en train de multiplier par 10 le nombre de lecteurs de rapport, parce que je vois qu'il est au deuxième rang. Si vous attendez qu'il arrive au dernier rang, en fait, il faut le faire circuler. Justement, ça fait la transition avec Goulven. Donc, tu es directeur de fabrication chez Médiagraphique à Béton maintenant, et plus à Rennes. Imprimeur généraliste avec une particularité sur l'édition culture et loisirs. J'ai préparé, tu as vu. 1980, vous êtes une scope, ça je pense que c'est important. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez singulières en fait dans votre. C'est pas étonnant que tu sois ici aujourd'hui en fait, notamment sur cette volonté de travailler beaucoup avec étroitement avec les graphistes. On en parlait tout à l'heure. Il y a Mathieu de Sailly aussi qui est chez vous en résidence. Donc il y a des. Je ne dis pas que vous devez tous candidater pour être en résidence chez Médiagraphique, mais c'est assez impressionnant et je trouve ça assez, vraiment
tout à fait singulier de votre part comme approche de se dire, en fait, on a des graphistes chez nous, comme ça, on peut apprendre mutuellement les uns des autres. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mediagraph, toujours pour rester dans la manière dont vous travaillez ensemble et comment vous co-créez, je fais gaffe à ces mots bullshit, hein, comment vous co-créez le rapport ensemble, quoi. Eh bien, bonsoir à tous. Oui, Goulven de l'imprimerie Mediagraphique. Alors, effectivement, on est une coopérative depuis 1980. Donc, c'est vraiment dans les gènes de Mediagraphique, la coopération. Le premier moteur de notre imprimerie, c'est pas l'argent. On a à cœur de faire des beaux projets. Donc, quand un graphiste nous appelle, on ne parle pas d'argent tout de suite, on parle de papier, on parle on parle de graphisme. Pour revenir sur la genèse du rapport d'activité, moi je ne suis pas forcément au départ de tout ça. En fait, c'est Clément qui amène ses idées. En règle générale, nous on l'accompagne, le graphiste. On est à son service pour réussir à fabriquer l'objet qu'il a créé. Là, tu me disais qu'il y a vraiment un lien très étroit entre même l'école et Mediagraphique, puisque vous animiez le samedi matin, c'est ça, des ateliers. Je ne sais pas comment tu fais pour réveiller les étudiants le samedi matin. C'était il y a très longtemps. C'est pas les mêmes. C'était avec Jérôme Salot-Berbier et Sacha Léopold, il y a plus de 20 ans peut-être, hein, je ne sais plus, Odile. Moins de 20 ans quand même. Bon. C'est-à-dire qu'on animait Francis Voisin, à l'époque, le patron de Mediagraphique, mettait la machine et un conducteur à disposition le samedi matin. C'était moi le conducteur. L'école devait payer le papier, je crois, je ne sais plus. Et après, on était à disposition des élèves, donc on faisait les plaques, on imprimait, on faisait tout un tas de projets. Tous ces élèves sont restés graphistes, sont restés des clients de Mediagraphique maintenant. Je pense notamment à Super Terrain, l'atelier Tout va bien. Tous ces gens-là étaient à l'école des Beaux-Arts à Rennes. Excellent, c'est une belle histoire, hein. Moi j'aime bien. Charlotte, hein, donc on reviendra tout à l'heure en fait à Goulven sur la spécificité. Et en fait, on parle de print et c'est vrai que on n'a pas toujours parlé de print ici, c'est un peu sous-entendu. Là, on parle vraiment pour un rapport, pour le coup, ça présuppose qu'il soit print, même si on a je vais y arriver, je vais retrouver mes notes aussi. Donc Charlotte, championne du monde des rapports d'activité. C'est l'intro qui tue. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait, vous faites beaucoup de choses chez Pollen. C'est pareil pour beaucoup de graphistes. Il y a très peu de graphistes qui sont ultra spécialisés en rapport d'activité. C'est quoi vraiment les différences qu'il y a dans l'approche, dans la manière de travailler, et puis même dans la manière de... on a vu tout à l'heure, est-ce qu'on décline ou pas l'identité visuelle un peu de la marque? Est-ce qu'on est sur un produit commercial? Est-ce qu'on est au contraire sur quelque chose de complètement différent? On a vu qu'on était presque dans le magazine, qu'on peut s'éloigner à tel point, dans les exemples que tu as montrés, on se demandait même quelle était l'identité visuelle qui parlait. Voilà. Et puis on a fait aussi, pour faire le lien, puisque vous étiez déjà à d'autres mardis graphiques, on a parlé des magazines déjà, on a parlé du culturel. Et donc comment ça se situe finalement dans ce spectre? Le fait de faire des rapports d'activité, comment on se situe et puis comment on l'aborde en tant que graphiste en fait. Bonsoir. J'en ai pas fait autant. Non, je pense que j'en fais 2-3 par an. Réjeanne ? Ouais. Donc 2-3 par an. Donc non, je suis pas à 40. Ouais, ça va. Et du coup, le rapport d'activité, moi, je l'aborde comme un projet d'édition. Voilà. Après, nous, les gens viennent nous voir bien souvent pour faire rapport d'activité, justement. Et après, on a une latitude sur la liberté, ou sur les nouvelles choses qu'on peut apporter dans le rapport d'activité. Donc, par exemple, on va nous demander parfois de respecter une charte graphique, de conserver des typos, de conserver des couleurs, et parfois, à l'inverse, on va nous dire de tout faire exploser comme on veut. Donc voilà. Et ta deuxième question, c'était ? Non, mais c'est comment tu te situes justement dans ta manière de travailler par rapport à d'autres
d'autres projets plus courants, en fait, ou au contraire d'autres projets plus créatifs, alors je me méfie de ce mot-là, en fait, sur lesquels vous avez plus de liberté, où on est moins contraint, par exemple, par une charte graphique ou par des contraintes visuelles qui existaient avant que vous arriviez, quoi. Pour moi, c'est un peu la même chose qu'un projet d'identité d'édition. Enfin, c'est vraiment, je l'aborde de la même manière. C'est juste que sur le rapport d'activité, on sait qu'on a des ingrédients incontournables à placer. Donc, c'est un peu c'est les exemples que Laurence a montrés. On sait aussi que sur un rapport d'activité, la difficulté, c'est qu'il y a un côté parfois très politique, notamment avec certains de nos clients. Et donc, ça va induire des relectures. En gros, c'est le seul doc qui est relu par le président ou la présidente, c'est ça? Voilà, parce qu'eux, ils mettent leurs mots au début du doc. Donc, en fait, voilà, eux, ils veulent relire et parfois, ça remonte même très, très haut. Et il faut refaire puisque les textes n'étaient pas validés comme il faut. Enfin, voilà. C'est le jeu des rapports d'activité. Moi, je trouve que c'est quand même des projets qui mettent la pression. En tout cas, avec nos clients. Et les derniers rapports que j'ai pu faire. Mais sinon, moi, j'aborde ça comme un projet d'édition un peu classique. Et j'aurais tendance à dire que c'est un projet qui est un peu sous-coté, qui donne pas trop envie. Du coup, quand tu dis que j'en ai fait 40, je passe pour quelqu'un de pas très fun. Mais non, moi, j'aime bien faire les rapports d'activité. Je trouve que... voilà, il y a plein de niveaux différents. Il y a plein de niveaux de texte différents. Il y a plein de... On doit jouer avec des belles photos. Il y a des contraintes. Mais je me dis qu'on peut essayer de jouer avec les contraintes. Bon, ça, c'est peut-être un vrai projet de design aussi, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'interlocuteurs. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Il y a de contributeurs, on a parlé de photographes, évidemment, toute la partie impression, composition. Pas compte, mais un rapport comme national des forêts, c'est combien de temps entre le premier jour et... je le cite volontairement, hein. C'est combien de temps, c'est combien d'interlocuteurs? Quel niveau de complexité, en fait? C'est compliqué sur l'Office national des forêts parce que je crois qu'on est 2 mois pleins dessus, mais 2 mois intenses. Donc 2 mois de directrice artistique associée, quand même, avec une certaine expérience de 20 rapports. Oui. Ouais, il y a un niveau de complexité et il y a beaucoup d'allers-retours. Donc on est à l'Office national des forêts, ça dépend d'un ministère, c'est ça? Donc on est avec des gens qui sont, comme tu disais, politiques. Ouais, en fait, après le rapport, il est envoyé à tous les ministères, à toutes les... Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais toutes les structures de l'État. Donc voilà. Donc ça peut être l'ANSES, des choses comme ça, enfin des grosses structures. Et du coup, c'est envoyé à tout le monde. Donc je pense que pour eux, il y a une certaine pression. Et donc, en fait, la pression, elle ruisselle jusqu'à moi. La pression ruisselle, ça y est, on est dans la thermodynamique. Voilà. Ok, donc il faut gérer ça tout en se dégageant. Est-ce que c'est ce que tu disais, Clément, aussi? Il faut arriver à se dégager je ne sais pas comment dire, sa zone de créativité et sa patte à soi, c'est-à-dire garder sa patte. Alors, on va dire, toi, ça paraissait plus simple au départ puisqu'on est venu de cette patte. On n'est pas venu te chercher parce que tu étais un spécialiste. Mais concrètement, est-ce qu'on est entre nous, là, on peut se raconter les choses? Il y a des moments de tension, il y a des moments où c'est compliqué. Comment ça se passe? Oui. Moi, donc j'ai de la chance parce qu'on est venu me chercher pour un truc que je faisais déjà, donc ça partait bien, quoi. En revanche, c'est vrai qu'on a évoqué ça tout à l'heure avec Laurence, c'est qu'il y a toujours le souci de faire passer l'identité de la structure. Bon, là, en l'occurrence, l'identité visuelle des Arts Déco. Enfin, il y a une identité visuelle. J'ai eu que 2 contraintes. Il y a la contrainte budgétaire, bon, on s'en est sorti. Et ensuite, je devais faire écho d'une manière ou d'une autre à l'identité visuelle de l'école dans ce rapport d'activité. Donc en fait, il y avait 2 options. Utiliser la typo de l'école, ce qui n'a pas été l'option retenue. Déjà parce qu'elle était extrêmement marquée, extrêmement display, extrêmement joviale. Et c'était pas du tout l'ambiance que moi j'avais en tête pour ce rapport, qui était plutôt quelque chose d'un peu piquant et automnal, si j'ose dire. Donc j'ai pris la 2e option, qui était utiliser
des illustrations en fait que l'école utilise dans sa communication, qui en fait sont des glyphes de la typo que j'ai extrait, que j'ai redessiné un peu pour qu'ils soient plus définis en fait à cette taille-là. Donc et ils sont disséminés un peu tout du long. Donc ça permettait de cocher la case-identité de l'école de façon un peu soft. On parlera tout à l'heure du côté série aussi, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire on l'avait vu sur les festivals, dans le Mardi Graphique sur les festivals, c'est-à-dire comment on gère aussi la durée. Souvent, vous avez des missions pour plusieurs éditions, mais est-ce qu'on peut juste rester sur ce côté un peu exceptionnel? On disait c'est un objet, c'est un événement en fait, hein. Il sort à un moment donné, il a une durée de vie limitée, hein, puisque c'est le principe de l'édition. Charlotte, en fait, si je prends Citédia par exemple, t'es pas du tout sur la charte graphique. D'ailleurs, quand on a regardé ensemble, on cherchait la charte graphique de Citédia. Alors, mais donc c'est le moment de faire passer du rose et du rouge pour une boîte qui fait des parkings, hein, quand même, faut dire. J'ai beaucoup de respect. J'ai bossé pour des boîtes de parking, j'ai aucun problème avec ça. Mais donc c'est peut-être le moment aussi, là aussi, d'une manière contre-intuitive, de lancer des choses différentes qu'on se permettrait pas, peut-être dans le guide d'usage du parking de Vilaine, il n'existe plus, du parking d'Hélice, par exemple. Ouais, Citédia. Le rouge, c'est Citédia quand même. C'est rouge et noir, parce que c'est rennais. Et du coup, ils nous ont demandé de conserver juste la typo qui a été dessinée pour eux. Donc c'est la typo Citédia. Donc c'est celle que moi j'ai juste utilisée en texte courant. Et par contre, comme elle a qu'une graisse et tout, je trouvais ça un peu ennuyant. Enfin, pas ennuyant, mais jovial. Hein. Non, mais ça manquait un peu de force. Donc j'avais envie de ramener autre chose. Et après, pour faire matcher des couleurs avec du rouge, c'est pas toujours évident. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai ramené du rose. Il a bien voulu, et voilà. Oui, donc on voit que, alors ça ne veut pas dire que demain ils vont adopter cette identité visuelle, mais on voit c'est une bonne occasion en fait de faire passer des choses nouvelles, d'étonner, de surprendre, alors qu'au contraire, on pourrait penser que c'est quelque chose de très cadré, un peu convenu, déjà fait. C'est aussi un objet. On a dit plusieurs fois. Vous l'avez en main là. Je sais pas, il est où là le premier? Ça suit son cours, c'est bon, ça avance. C'est aussi un objet. Et comment est-ce qu'on traite ça au niveau de l'imprimeur? C'est-à-dire pour vous, c'est business as usual ou on se dit non, en fait, on va. Alors, tu utilisais l'expression cette expression se faire plaisir, mais est-ce que c'est le moment Merde, j'allais dire se faire plaisir. Est-ce que c'est le moment de faire les choses un peu différemment et là aussi de tester des choses, je sais pas, au niveau du façonnage, au niveau du papier, des couvertures, de choses comme ça? Oui, en général, on essaye sur le rapport d'activité. Il y a toujours un peu de budget pour le rapport d'activité, parce que justement, c'est le projet du patron. Donc, on essaye de faire les choses bien. Après, l'imprimeur, il est souvent un peu rabat-joie parce que il y a l'assemblée générale, il y a la date fatidique de la livraison. Donc souvent, ça ne va pas être possible parce qu'on n'aura pas le temps. Ce papier-là, je ne pourrais pas l'avoir. Enfin, ce genre de choses. Mais quand même, donc on va chercher quand même en général des beaux papiers, des belles finitions. Mais après, ça reste un business, hein, quand même. Mais tu disais que tu pouvais faire le rapport d'activité des betteraviers. J'adore les betteraves, mais aussi des maisons de champagne. J'adore le champagne aussi. Donc, c'est complètement ouvert. C'est-à-dire, c'est les rapports d'activité qui suscitent cette attention particulière et cette recherche. C'est pas uniquement Kering, comme on l'a vu, ou des clients comme ça. Non. Après, on a un peu moins l'impression quand on roule le syndicat des betteraviers. C'est de la quadrille sur un 135 grammes satin. C'est un peu moins sexy que la maison de champagne avec un papier italien, avec des vernis, des pantones, des dorures, des finitions cartonnées souvent, ce genre de choses, quoi. C'est pas la même attention. On est vigilant à bien livrer dans les dates, parce que c'est toujours un peu important, mais c'est pas la même attention quand même. Merci. Donc, pour vous, en fait, moi j'avoue, je me pose quand même la question du print en général, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu le dernier objet print qu'on peut faire? Je mets à part l'édition
vraiment les livres, les beaux livres que vous pouvez faire par ailleurs. Mais est-ce que c'est pas un peu le dernier survivant du papier, enfin des documents papier en fait, parce qu'on fait plus de brochures, enfin de moins en moins. On parlait d'impression PDF, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait qui que ce soit qui ait encore une imprimante chez soi. Ça doit y en avoir beaucoup. Ils sont contents de l'avoir. Donc tu me disais, Goulven, aussi en préparant que vous aviez vraiment vécu évidemment en premier lieu ce passage de moins mais mieux, en fait, c'est-à-dire des quantités bien plus faibles d'impression, mais d'une qualité complètement différente, quoi. Oui, le volume est moindre depuis des années, ça continue à descendre. La philosophie de l'entreprise Médiagraphique, c'est d'accompagner les graphistes, toujours. Donc, on est rarement sur des gros projets de volume, on est tout le temps sur des projets un peu modestes, un peu à la marge, un peu différents. Enfin, j'évoquais avec toi tout à l'heure un photographe qui a pris des lutteurs géorgiens, qui a fait un reportage photo sur des lutteurs géorgiens. Et sa couverture, il voulait que ce soit un tatami de lutte. Et il a passé une trentaine de coups de fil à tous les imprimeurs avant de tomber sur Médiagraphique, où nous, on a accepté de le faire. Donc, si vous avez un projet de livre avec un tatami... Et c'est pas si compliqué. On s'est à peine trompé. Donc le bouquin, il est là, je l'ai emmené. Mais c'est un peu la philosophie de la boîte, en fait, c'est faire des choses un peu différentes, quoi, des choses à la marge. Et merci en tout cas pour vous, les graphistes. Est-ce que vous retrouvez pas justement ce côté un peu artisan du graphiste que vous développez beaucoup à l'école et est-ce que ça vous permet de retrouver un peu cette idée d'être artisan quand vous travaillez sur ce type de projet? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours ravis de travailler avec Médiagraphique, qui sont toujours très OK pour tester plein de trucs improbables, imprimés sur des papiers qui normalement sont, enfin en tout cas détournés des papiers qui sont pas faits pour ça. Les tatamis. Ou imprimés avec telle technique d'impression sur un truc pas du tout certifié pour ça. Donc ça, c'est quand même une chance. Enfin, on peut expérimenter des choses. Parfois c'est réussi, parfois il y a des petites frayeurs. La dernière fois, on avait une couverture qui a fondu. Donc ce sont des choses qui arrivent, mais c'était très... Enfin, on s'en est sorti. Mais j'ai oublié ta question. Mais... Non, mais ma question, c'était un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que dans tous les travaux que vous faites, le rapport d'activité, c'est pas le moment où vous pouvez retrouver un peu ce côté artisan qu'on développe à l'école, dans les écoles que vous avez fait, où là vous êtes sur des petites séries avec une attention aux détails et c'est-à-dire il y a le droit à l'erreur aussi. On n'est pas justement sur des grandes séries, quoi. Oui, alors moi j'étais juste pas tout à fait d'accord quand tu dis c'est le dernier truc imprimé. Je sais pas, mais alors moi dans mon secteur d'activité, je fais énormément de petits objets, de petits 90 pages de brochures, enfin il y en a vraiment beaucoup. Et donc c'est un peu le même exercice que ce rapport d'activité, c'est voilà, un jeu avec pas beaucoup de moyens, mais donc on essaie de faire des trucs un peu, de tester des nouveaux papiers, de tester des choses qu'on fait pas. Bon alors, c'est toujours un peu les mêmes formats pour des raisons économiques et tout, mais il y a quand même, enfin moi je trouve qu'on a quand même encore beaucoup de brochures, de petites publications comme ça. Donc ça permet de tester à petite échelle pour ensuite les développer quand l'occasion se présente à plus grande échelle. J'arrive sur ma question avec les séries. Justement, quand on gère des séries, comment ça se passe? Peut-être Charlotte, hein, comment vous gérez en fait souvent les contrats, c'est pour plusieurs années, c'est ça un peu l'idée. Et donc il y a une envie de changement, mais aussi un peu de continuité. Et tu disais, ça se sent aussi dans les budgets, c'est-à-dire on n'a pas forcément le même budget pour la première année que pour les années suivantes. Donc comment on gère ça quand on est graphiste? Tu as déjà l'idée des 2 ou des 3 suivants ou tu imagines de rentrer dans une série ou au contraire tu dis on verra l'année prochaine, on va tout mettre sur la première? Ça dépend des clients, parce qu'il y a des clients. Citedia, il est venu nous chercher une première fois, puis il nous a repris une deuxième. Voilà, mais on ne savait pas. Par contre, pour la SPLO du bassin rennais, là, la demande de base était très claire. C'est nos factures d'eau, c'est ça? C'est ça. Ouais.
Mais j'ai pas l'exemple. Mais du coup, pour la SPL, la demande, c'était vraiment de créer une collection sur 3 ans. Et pour le médiateur, peut-être, je sais pas où est Juliette, mais peut-être que ce sera le cas. Oui, ça peut être une demande qui peut avoir plus ou moins de on peut avoir plus ou moins de différences selon les éditions. Voilà. On a vu, c'était IBM, c'est ça, où il y avait 26 ans de collaboration qui donne. On a vu l'exposition avec Laurence Elmo à Strasbourg là récemment, la rétrospective sur Jazz d'Or. Alors c'était un autre mardi graphique où on l'avait vu ensemble, où il y a 30 ans, je crois, de collaboration. Non ? Une vingtaine. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Putain, je ne sais pas, j'exagère tout, désolé. Je vais essayer de ne pas déborder quand même. J'ai une question piège un peu. Non, ce n'est pas une question piège. Est-ce que vous lisez les textes qu'on vous soumet ? Est-ce que c'est important ? Alors, est-ce que vous les lisez ? Et de part, est-ce que c'est important ? On a vu quand même qu'il y avait besoin de trouver des mises en exergue, des choses comme ça. Bien sûr que non, on ne les lit pas, les textes du rapport d'activité. Enfin, personne ne les lit d'ailleurs, puisque c'est tiré à si peu d'exemplaires. En revanche, ce qui est quand même important, c'est pas vraiment lire les textes, c'est juste un peu du bon sens, hein, juste voir comment tout ça est architecturé, comment la hiérarchie, on se dit, bon, tiens, cette typologie d'information, est-ce qu'on la mettrait pas, je sais pas moi, en exergue, j'en sais rien. Enfin, bon, mais par contre, oui, moi, les dépenses d'impression des arts déco m'intéressent assez peu finalement, mais c'est le global qui est intéressant. Ok, surtout que là, il y a beaucoup de gens qui relisent pour vous aussi, hein, c'est Oui, ça. oui, En sûr, particulier, c'est pas un duo ou un trio, c'est beaucoup de monde. Bon, c'était un peu une question piège. Moi, je vous propose de passer aux questions de la salle. Bonsoir, moi, je suis Marie, je suis graphiste indépendante, illustratrice. Ma question, c'est vraiment anecdotique, mais elle se pose au duo graphiste-imprimeur. Qui a eu l'idée de ne pas massicoter le... Ah ouais, c'était quelque chose. Oui, ça c'est moi, c'était une volonté, donc c'est sans recoupe en barbe, Ouais. on appelle ça. Voilà, pour les Et en fait, donc ça permet juste une chose, au-delà du petit côté un peu qui dépasse et voilà un peu bizarre, c'est que aussi quand vous êtes sur un nombre de pages un peu élevé, que vous n'avez qu'un seul cahier finalement, si vous recoupez votre barbe, entre la première page et la page du milieu, vous pouvez avoir des marges qui sont rabotées en fait. Donc quand vous faites comme moi des marges de 7, si vous vous retrouvez à 2,5 au milieu, c'est emmerdant. Donc Oui, pas de recoupe en barbe, comme ça tout le monde a la même marge. D'accord. Et comme Goulven est très très vigilant sur le respect des marges tournantes, tout se passe bien. Et graphiquement, c'est intéressant. Enfin, vraiment, ça donne un peu. Oui, je trouve que ça apporte j'avais aussi jamais quelque vu chose. nulle part, je trouve Ouais. ça. Et peut-être que Goulven peut nous parler, tant qu'on y est, du dos carré piqué. Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le dos carré piqué. Simplement, ça fait partie des détails que l'imprimeur doit soigner, c'est les marges. Puisque les graphistes, en général, sont assez soucieux de la qualité des marges. Donc effectivement, ce dos carré piqué sans recoupe de barbe, il est parfait. Voilà. Juste pour préciser que le dos carré piqué est, me semble-t-il, un accident sur ce rapport d'activité. Il était initialement prévu en brochet, un pliagrafé quoi, classique. Et je crois qu'on a Franck de Médiagraphique a voulu sortir un exemplaire test et la machine était mal paramétrée. Ça a fait un dos carré piqué, ce qui n'était pas du tout demandé. Et on a dit, on garde. Donc tout a été fait en dos carré piqué. Et là-dessus, on a fait plusieurs brochures en dos carré piqué. Et après, on ne s'en lasse plus. Voilà. Donc c'était une jolie erreur. Ouais, donc moi je suis Clémentine Bibé, je suis graphiste en duo avec Lucas qui est juste là. Et moi je me demandais pour ce genre de projet où il y a des impressions pour les rapports d'activité, des impressions assez cool. Est-ce que c'est des choses que vous négociez en amont avec sur le budget en fait? Est-ce que il y a un budget qui est déjà, il y a le budget en fait du graphiste et après
il faut un peu négocier pour pouvoir faire une impression qualitative, parce que c'est pas toujours évident de proposer des belles impressions, justement pour ce genre de support qui est un peu des supports internes, etc. Ou, enfin voilà, comment ça se passe en termes de budget pour ce genre de projet? Qui se sacrifie pour qu'il reste du budget pour faire des choses, des choses spécifiques en papier? Non, mais est-ce que toi tu disais c'est un peu on est venu te chercher pour faire quelque chose de particulier, c'est ça? Enfin, là, en l'occurrence, il y a une réalité économique. C'est qu'à un moment donné, on ne pouvait pas tout imprimer en quadri. Donc, on imprime en noir et un ton. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour ma part, en tout cas. Et nous, pour l'impression, ça dépend vraiment des projets. Donc, des fois, on a la main et on peut choisir notre imprimeur. Donc là, par exemple, ça a été imprimé chez Média aussi. Et parfois, on ne l'a pas du tout. Enfin, typiquement, le rapport d'activité de l'ONF, vous l'avez eu dans les mains. Vous avez senti le papier qui n'est pas du tout un papier que j'aurais choisi et qui ne fait pas très forêt, justement. Mais du coup, on l'a pas. Enfin, c'est pas nous qui gérons cette partie. En fait, ça dépend. Enfin, c'est le cas sur les rapports d'activité, mais c'est aussi le cas sur plein d'autres sujets. Finalement, on n'a pas toujours la main sur le choix de l'imprimeur ni sur l'impression. Sur le budget. Sur le budget. Le budget, il vous est confié à vous le budget au départ? Comment ça se passe en fait? Non, pour moi. Enfin, alors sur le médiateur, Laurent, si tu veux répondre, parce que là, il y a eu une partie impression. Ouais, bah en fait, c'est pareil, ça dépend des clients. Il y a des clients qui donnent un budget global et après, à nous de trouver l'imprimeur et les moyens d'imprimer ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi des clients qui séparent les budgets. Donc, ils vont traiter juste le graphisme avec nous et ils vont faire leur propre mise en concurrence ou appel d'offres pour trouver des imprimeurs. Donc, voilà, il y a plein de manières de faire. En général, ils sont quand même plutôt volontaires pour mettre un peu de budget sur l'impression, enfin, ONF à part, certains clients à part, parce qu'ils sont conscients que ça participe de la qualité du rapport. Donc, ils savent que quand ils nous écoutent, ils savent qu'on va leur conseiller des papiers intéressants, ils savent qu'on va ramener, comme Clément, du papier teinté masse ou un type d'impression qui peut faire que le rapport est vraiment chouette, quoi. Voilà, mais ça marche pas à chaque fois comme ça. Et c'est vrai aussi, comme l'a dit Clément, que parfois il y a des budgets qui permettent pas non plus de faire ce qu'on voudrait faire, quoi. Oui, ça permet de faire des choix. Moi, en général, j'ai quasiment tout le temps on me donne tout le temps le budget d'impression et je me débrouille avec, voire même des cas de figure où j'ai le budget d'impression et le budget et le mien dedans. Enfin, j'ai une grosse enveloppe et je me débrouille avec ça. Donc bon, là, faut couper la poire en deux, quoi. Mais... Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis motion designer à l'agence vidéo Yalp. J'ai une question plutôt pour Charlotte peut-être. Dans quelle mesure tu as de la liberté sur tout ce qui va être vulgarisation d'informations, illustration ou trouver des types de graphiques un peu différents justement pour sortir un peu de ce qu'on voit tout le temps, et dans ces cas-là, comment tu t'y prends? En fait, nous, ce qu'on fait, on le fait habituellement à Pollen, c'est que si le client veut rajouter ce qu'on appelle des pictos, des illustrations, on va leur proposer des exemples, des choses qui nous inspirent ou des choses qu'on a fait. Et ensuite, ça nous permet de voir vers quelle direction ils veulent aller. Une fois que ça s'est validé, on décline. Mais par exemple, là, je crois que notamment pour le médiateur, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est pas moi qui ai fait le projet, mais illustrations dépendent aussi sur la couve. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Et peut-être sur la partie vraiment graphique qui est propre justement à ce type de support, est-ce qu'il y a aussi un peu une marge de manœuvre pour faire autre chose que des camemberts et des choses très, très classiques ou pas forcément? Je pense que si. Enfin, tu vois, on l'a vu dans les exemples que Laurence a montrés. Mais bon, les exemples qu'elle a montrés, c'est le KNAP. Donc, ouais, super. Mais je pense qu'il y a possibilité, mais nous, ça passe pas tout le temps, quoi. Ou sur des choses peut-être plus type infographie ou un peu un mix entre les deux?
Oui, nous on propose, hein, mais ça passe pas toujours. Enfin, de la même manière, sur certains rapports d'activité, on a essayé de ramener même des illustrations pleine page, double page et tout. Au début, le client il est hyper emballé, il a trop envie. Et puis en fait, tout à coup, il y a la directrice qui passe là ou le directeur. Et puis en fait, c'était pas validé. Et du coup, on a fait 10 illus pour rien. Enfin, voilà, c'est la vie. On a passé très vite les références, une référence de Clément pour SIDAction. Et Charlotte a parlé du rose pour Citédia. Et toi, tu nous avais parlé du rose pour SIDAction, mais d'une autre manière. J'aimerais bien que tu expliques comment s'est passée ta collaboration sur ce rapport d'activité-là. Bon, alors, c'est peut-être pas le projet de l'année, hein, mais pour le coup, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on attend d'un rapport d'activité, bien que il faut voir d'où on partait, c'est-à-dire vraiment de très très loin. Enfin, je pense que les rapports d'activité étaient faits par la même personne depuis les années 80, donc il y avait des dégradés, tout ça, c'était sympa. Et donc là, le rose, oui, c'était vraiment une lutte quoi, pour avoir ce papier rose. Enfin, c'était des semaines et des mois de négociations. Finalement, ça a été validé. Quelle était ta question, pardon? C'était que tu racontes un peu cette histoire-là, parce que Oui. autant pour le rapport d'activité de l'École des Arts Déco, on est venu te chercher pour un Oui. truc que tu savais faire et tout ça, autant là, ta collaboration avec le client, c'est pas passé du tout de la même manière. Je trouve que c'était intéressant Non, aussi. là, c'était vraiment une commande beaucoup plus classique. Et on est venu aussi pour certaines choses, notamment l'usage un peu récurrent dans les trucs que je fais de la typographie manuscrite, etc., comme le logo de SIDAction et manuscrit, et tout un truc où ils avaient déjà un peu capté que peut-être on pouvait déployer ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et quand même, la chute dans tout ça, c'est que je me suis battu pendant 3 mois pour ce papier rose. Personne n'en voulait. Ils ont fini par l'accepter. Et l'année suivante, je n'ai pas fait le rapport d'activité suivant. Et par contre, là, le rose, voilà, les prochains graphistes s'en sont emparés. Donc voilà, on travaille aussi pour. Voilà, c'est. Ouais. Donc bon. Ça illustre l'exemple aussi du fait que ça peut être un vecteur de changement. Même si c'est compliqué, on n'est pas sur les docs corporate, sur le site internet de la boîte, on n'est pas non plus sur les choses qui sont dans les mains des utilisateurs. Donc on peut, moyennant de la pugnacité, de l'abnégation, on peut arriver à changer des choses qui restent derrière. C'est intéressant, quoi. Oui, bonjour, Isult, motion designer en indépendante. Je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu es resté sur l'idée que tu voulais ce papier rose. Et moi, je t'avoue qu'au bout de 3 mois, j'aurais lâché l'affaire. Donc, je voulais savoir de quelle manière, comment tu peux imposer au client, parce que tu as une vision et il faut avoir une. Je sais, voilà, quels sont tes tips? J'ai pas vraiment de conseils, c'est juste que bon, en fait, là, le rapport d'activité était tellement conventionnel que moi je me disais, à quoi on va se raccrocher dans cette histoire? Bon, alors on a la typo manuscrite, certes, mais bon, ça, selon moi, ça suffisait pas à faire qu'on puisse en sortir dignement. Donc je me suis dit, il faut autre chose. Donc ça passe par l'objet, ça passe par l'impression, ça passe par le papier. Et donc rose parce que leur logo est rouge, donc on peut imprimer en rouge sur rose, comme ça ils sont pas trop dépaysés. Et j'ai oublié la question. Ah oui. Ah bah là j'ai dû dire un truc. Non mais attendez, on met du papier rose uniquement pour la partie des chiffres du trésorier. C'est le cœur du truc. En plus, il va être vachement content et tout. Donc voilà, c'était pour mettre en valeur la partie des chiffres, ce qui est vrai en soi, puisque il y a dans ce rapport d'activité une grosse partie magazine avec toute l'actu, machin et tout. Et après, on arrive. Bon, il y a quand même des tableaux avant, mais après, on arrive vraiment à la partie chiffrée qui est sur papier rose. Mais en fait, en revoyant les images, je me rends compte qu'on a mis aussi du papier rose un peu pour les entrées de chapitre, j'avais oublié. Donc comme quoi, c'était finalement ça c'est.
Je veux pas cafeter, mais le mot psychopathe a été utilisé pour te qualifier dans la préparation. Psychopathe de la marge, je précise. Non, mais c'est affectueux, c'est-à-dire il y a une exigence très très forte des graphistes et qui encore une fois trouvent sur ce type de document moyen en fait de paradoxalement encore une fois de s'exprimer. Donc c'est votre exigence graphique aussi ou votre exigence de travail qui au bout d'un moment va arriver à faire plier les gens, pas forcément la conviction, mais cette exigence et cette cohérence aussi, c'est-à-dire d'expliquer en quoi ça répond quand même au brief, parce qu'il y a quand même un brief. Donc je pense qu'il y a un point commun en fait entre beaucoup de graphistes que je vois passer ici au Mardi Graphique, c'est que c'est des psychopathes, quoi. Non, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous êtes vraiment obsédé par des choses et c'est cool. Enfin, c'est ça qui fait que vous êtes bon. Enfin, c'est ça qui fait qu'on élève le niveau de jeu en général et qu'on trouve aussi évidemment des partenaires pour respecter ça, même si des fois, tu nous racontais, Goulven, aussi que des fois ça marche pas et c'est pas grave. C'est-à-dire on va tellement loin qu'on fait des choses qui brûlent, ça tu disais, ou qui fonctionnent pas, quoi. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au moment où vous mettez le feu à l'imprimante, quoi. Bonsoir, Nali, étudiante en graphisme en 2e année. C'était pour savoir, notamment pour ce qui est du façonnage, on va dire, et de la reliure, parce que jusque-là, j'ai toujours vu des agrafes, sauf une fois où c'était collé. Et du coup, c'était pour savoir si là-dessus aussi, vous avez de la liberté pour du coup, l'expressivité, on va dire, de l'édition ou pas, et, ou alors si c'était juste une question de budget. Je pense que c'est plutôt une question de budget. Goulven, tu m'interromps, mais donc le dos carré collé est un peu en... Voilà. Ensuite, j'imagine que le dos carré piqué doit être un peu moins cher, et le brochet encore moins cher, et sinon on y va avec un trombone. Enfin, je sais pas si on peut... Enfin, il n'y a plus de solution après, quoi. Donc voilà, donc c'est en fonction du budget, ouais, principalement. Après, il peut arriver des gens... disent, ah, nous, on veut absolument un dos carré collé parce que ça fait chic, ça fait qualité, etc., etc. Et c'est là qu'arrive le dos carré piqué. On a l'impression que c'est un dos carré collé, ce n'en est pas un, et ça s'ouvre aussi bien qu'une brochure, mais tout en ayant un petit dos. Tout l'intérêt, donc on vend ce truc à tout le monde. Je vous remercie en tout cas d'être venu, d'être revenu et d'être venu pour témoigner et puis pour, j'espère, transmettre des choses aussi. C'est vraiment l'idée des Mardis Graphiques, c'est cette transmission. Donc merci. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer et puis à animer ça. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. À bientôt.